Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Market qui débute à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le vendredi 22 avril. C'est la dernière séance d'une semaine relativement animée. Nous allons donc faire le point sur les forces en présence. Nous allons voir que les indices se stabilisent, que les pétroles et les matières premières en général consolident. Nous allons parler de l'euro-dollar qui a reflué sous les 1,14 suite à la BCE. Et nous allons parler aujourd'hui, et c'est la raison du titre du jour, du dollar américain, source de déstabilisation potentielle. En effet, hier, j'indiquais que le dollar américain était sur support et que s'il rebondissait, il pourrait engendrer des reflux sur toutes les paires dénominées en dollars ainsi que les matières premières. Le dollar américain a nettement rebondi hier, il continue ce jour et en fait, on peut comprendre que certains opérateurs spéculent certainement sur le rendez-vous de mercredi prochain avec la Fed. On pourrait donc avoir le dollar, mais comme le disait un de nos membres, c'est effectivement Janet Yellen, qui pourrait être source de déstabilisation. En effet, si le dollar américain devait fortement s'apprécier, il pourrait de nouveau peser sur les matières premières, peser sur toutes les paires en dollars, mais également peser sur les devises émergentes. Il est donc source de déstabilisation et il faudra le suivre dans les séances à venir. Bienvenue à tous pour la matinale. Je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre en cours de route et je salue également tous ceux qui regardent cette vidéo a posteriori sur YouTube. Comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous laisse en prendre note. Je vous invite, comme tous les matins, à utiliser les outils de chat et de questions-réponses qui se trouvent en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Comme tous les matins, nous allons voir ensemble l'actualité marché et macro. Nous allons voir l'actualité et le palmarès action. Nous allons parler des statistiques économiques passées et à venir. Nous allons voir si une figure a été détectée par notre outil de détection de figures chartiste automatique. Puis nous regarderons l'ensemble des actifs sur la plateforme de CMC Markets et je répondrai à vos questions. Quelles sont les dernières actualités marché? Le CAC 40 a pour le moment échoué sous son gap annuel à 4640 points. Nous avons vu que la zone des 4580-4640 était une zone vraiment clé sur le CAC 40 puisque cela coïncide à sa zone de gap annuel. Les cours du CAC 40 sont passés au-dessus des 4600 points avant la BCE et ont consolidé sous ce seuil par la suite. Certes, nous échouons pour le moment sous résistance, mais la tendance est toujours active, elle est toujours haussière, on verra ensemble où se trouvent les supports, et pour le moment, nous n'avons pas de signaux baissiers. Le Brent, on en a parlé hier, avait atteint une résistance majeure à 46 $, puis par la suite, il s'est mis à refluer. Les investisseurs ont certainement pris des bénéfices sur le Brent après 4 séances consécutives de hausse, mais également parce que les indices consolidaient. Et puis, bien évidemment, il y a le dollar américain qui a rebondi et qui a pesé sur l'ensemble des matières premières. La paire euro-dollar a échoué sous 1,14 après le discours de Mario Draghi. Hier à 14h15, comme à chaque discours de Mario Draghi, nous avons fait un live BCE. Je remercie d'ailleurs tous ceux qui étaient présents. Nous avons vu ensemble qu'à 1,14 il y avait une résistance majeure, qu'il y avait une inversion de polarité baissière sous ce seuil et donc si les 1,14 n'étaient pas dépassés, on pouvait avoir un fort reflux. C'est ce que l'on a eu juste après la fin de l'émission que l'on a fait ensemble avec un euro-dollar qui est vivement reparti sous les 1,13. Mario Draghi a donc potentiellement à court terme réussi son pari d'empêcher l'euro-dollar de monter au-dessus des 1,14 et de peser sur les actions européennes. Les cours de l'or ont violemment réagi hier à la baisse sous les 1270 $. C'est une résistance majeure de moyen terme. Hier, et je vais vous le remontrer ce matin, j'ai mis en avant le fait que l'or était dans un canal baissier de moyen terme depuis 2 ans. Les cours sont
attentiste sous ce seuil. Si on arrivait à dépasser la zone des 1270-1280, on donnerait potentiellement un signal haussier de moyen terme, mais si tel ne devait pas être le cas, on pourrait également voir un point haut se former sur l'or à court terme avec à venir une consolidation un peu plus profonde si le dollar américain devait continuer de grimper. Côté macroéconomie, la BCE reste prudente sur les perspectives de croissance. Elle s'attend à plus d'inflation négative courant 2016. Elle s'attend néanmoins à ce que l'inflation remonte par la suite, potentiellement en 2017-2018. La BCE et Mario Draghi, en fait, s'est vu confiant sur son plan de quantitative easing. Il considère que cela fonctionne, que le marché du crédit est en expansion. La BCE va débuter des achats d'obligations d'entreprise. Et suite à la publication de cette nouvelle, juste après le discours de Mario Draghi, on a vu donc les indices européens être soutenus et l'euro-dollar fortement reflué. Donc on peut considérer que ces achats d'obligations d'entreprise ont été vraiment positivement perçus par le marché. Qi Xinhong, un gérant chinois, un des plus grands gérants chinois, considère que la propagation du risque de crédit débute seulement. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a potentiellement une bulle du crédit, énormément de dettes sur le marché chinois et il va falloir purger potentiellement cette bulle de crédit. D'après ce gérant, donc, la propagation du risque ne fait que débuter. Il faudra donc rester sur le qui-vive concernant le dossier chinois. Christine Lagarde a été positivement surprise par les chiffres grecs, notamment les chiffres de déficit, mais elle stipule quand même qu'elle a été positivement surprise si effectivement ces chiffres sont justes. 77% des sociétés américaines ont publié et pour l'instant, elles ont fait mieux qu'attendu, alors que la moyenne habituellement est de 63% des entreprises qui font mieux que prévu. Alors, on avait discuté de cela ensemble dès le début de la saison des résultats. Je vous avais expliqué que au premier trimestre 2016, on attendait des résultats américains en baisse en moyenne de 9,3%. C'était la plus forte baisse au niveau des attentes des résultats depuis 8 ans, depuis la crise de 2008. Et en fait, étant donné que le consensus est extrêmement faible, eh bien, il y a de nombreuses sociétés qui publient des résultats, des chiffres d'affaires ou des bénéfices en baisse, certes, mais ces résultats sont tout de même soit en ligne avec le consensus, soit meilleurs qu'attendu, dans 77% des cas, et cela, c'est un facteur positif de soutien sur les marchés. Côté entreprise, hier soir, Google a manqué le consensus, le titre perdait 6% après bourse, Microsoft a publié un chiffre d'affaires inférieur aux attentes et perdait 5% après bourse. La société Visa a publié et a fait mieux qu'attendu. Et puis, autre chiffre américain, ce sera avant l'ouverture américaine ce jour, General Electric, Caterpillar et McDonald's publieront. Et ça, ce sera un catalyseur en début d'après-midi. Sinon, côté France, Kering a été négativement impacté par le ralentissement de Gucci, sa marque phare qui était en pleine relance. Renault a vu bondir son chiffre d'affaires de 11,7%, mais le secteur automobile pèse ce jour. En effet, Daimler est sous pression et Peugeot également. Daimler pourrait donc avoir des problèmes au niveau de ses contrôles d'émissions, tout comme Volkswagen. Et puis Peugeot, il y a eu une perquisition au siège. Donc voilà, on a un secteur automobile qui est sous pression ce jour. Et donc même si Renault a publié des bons résultats, eh bien l'ensemble du secteur est sous pression. Safran souhaite potentiellement, c'est une rumeur, faire une offre sur Zodiac. Alors il faut savoir qu'il y a 5 ans, Safran avait essayé d'acquérir Zodiac. Voilà, il faudra suivre ça. J'ai lu il y a quelques minutes que d'après des sources proches du dossier chez Safran, source Reuters, eh bien une offre n'aurait pas été faite. Donc ce sont des rumeurs. Zodiac, si vous ne connaissez pas ce dossier, eh bien la société en fait a publié
Depuis un an, la société a publié 3 profit warnings. Le titre a chuté très fortement, a été divisé pratiquement de moitié. Donc voilà, la société Zodiac est dans une situation un peu complexe et c'est pour cela que des rumeurs font surface sur un possible rachat par Safran. Et puis en dessous, vous avez les meilleures et les moins bonnes performances du CAC. Vous voyez qu'aujourd'hui, c'est une séance plutôt calme pour le moment et plutôt de consolidation. On a quelques petites hausses et puis on a des baisses un peu plus prononcées. Donc comme je vous le disais, Kering publié est en baisse. Safran, rumeur de rachat, est sous pression. ArcelorMittal, c'est les matériaux de base. Le titre consolide puisque les matières premières consolident. Peugeot sous pression et Valeo va de pair avec le secteur automobile puisque c'est un équipementier. Côté statistique, hier, l'indice de la fête de Philadelphie était inférieur aux attentes à moins 1,6 au lieu de 8,1, mais les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis étaient meilleures qu'attendues à 247 000 demandes. Cet après-midi, peu de chiffres d'importance. On a des chiffres notamment des ventes au détail au Canada à 14h30. Et puis à 15h45, on a le PMI manufacturier américain. On avait également de nombreux PMI qui étaient publiés ce matin en Europe. Et la France a réussi à faire mieux. On va passer ensuite au slide suivant, c'est l'utilisation de l'outil de détection de figures chartistes qui est sur la plateforme de CMC Markets. Quotidiennement, pas forcément à chaque émission, je vais en fait dans cet outil de détection de figures chartistes, je vais chercher des figures chartistes en cours de formation et je vous en présente une tous les matins. Donc là, l'outil de détection de figures chartistes a détecté un triangle noté 4 sur 5. Le triangle démontre l'indécision actuelle. Ici, c'est l'indice suédois. Vous voyez que l'indice suédois, depuis 4 séances, est relativement neutre. On a eu des poussées haussières, des poussées baissières, mais on est pour l'instant neutre. Ce matin, comme les autres indices européens, il consolide. Si on casse les plus bas ici et qu'on accélère sous le triangle, eh bien, on entamera une consolidation et vous voyez ici qu'il y a un gap laissé ouvert le 19 avril, donc on pourrait potentiellement aller le fermer, mais tant que les plus bas tiendront, on a aussi la possibilité de sortir par le haut de ce triangle. Donc ce triangle montre bien l'indécision actuelle. Hier, les indices sont montés, ils ont baissé en fin de séance. Ce matin, on consolide à plat. Donc pour l'instant, pas de fort décalage ni haussier ni baissier. Peut-être va-t-on terminer la semaine tranquillement avant une semaine prochaine qui devrait être assez trépidante puisqu'on va avoir rendez-vous avec des banques centrales. Et en ce moment, ce sont les banques centrales qui font le marché. Alors, on va passer aux indices. On commence par le DAX. Le DAX est donc dans une tendance haussière depuis 2 semaines. Hier, il a consolidé sous la zone des 10 500 points qui correspond à son cours d'ouverture annuel ici le 4 janvier. Les cours ont consolidé. Ce matin, on respire. Vous voyez que les plus bas sont de plus en plus hauts, ce qui montre bien que les acheteurs ont la main. Et de toute façon, même si aujourd'hui on consolidait un peu plus profondément, vous avez ici à 10 280 points, la moyenne mobile à 200 séances et la moyenne mobile à 7 séances qui se conjuguent et qui créent une zone de soutien très forte. Tant qu'on est au-dessus des 10 280 points, le DAX est haussier et pourrait aller plus haut. Si on casse les 10 280 points, alors on parlera de retournement potentiel et de retour des velléités baissières. Il est complexe de savoir si aujourd'hui on va retourner tester les plus hauts ou si on va venir se poser sur le support. J'ai l'impression que c'est une fin de semaine relativement stable. Les indices ne seront donc pas forcément directionnels aujourd'hui. Le 440, le voici, c'est la même chose. Hier, ouverture en hausse, consolidation tout au long de la séance. Aujourd'hui, stabilisation. Tant que le 440 est au-dessus de sa moyenne mobile à cette période et au-dessus des 4545 points, eh bien, la tendance est haussière et les acheteurs ont la main. Pourquoi est-ce que le CAC consolide et hésite dans la zone actuelle? C'est parce qu'il travaille la zone des 4580 points, c'est plus haut du 10 mars dernier lors du dernier rendez-vous avec la BCE. Vous voyez également que la zone des 10 580, 10 640, c'est la zone du gap baissier annuel, elle est d'importance.
Et donc, c'est pour cela qu'on consolide sous ce seuil. On consolide, mais ce n'est pas pour autant qu'on corrige, que les vendeurs se montrent agressifs. Et donc, on pourrait très bien, dans le sens de la tendance, et ce tant que les supports tiennent, continuer de grimper pour potentiellement aller challenger le haut du gap annuel. Ce sera le cas tant qu'on sera au-dessus de ce support. Si et seulement si on le casse, alors on changerait potentiellement de fusil d'épaule. Et puis le SP500, l'indice directeur américain, il est toujours positivement orienté. Il a consolidé sous la zone des 2110 points, mais vous voyez qu'il est toujours dans une belle tendance haussière. On a ici les 2080 points, le support journalier d'importance, et en dessous, juste en dessous, en rappel, on a la moyenne mobile à 15 séances à 2073 points. Comme je vous l'ai expliqué hier dans l'émission de la BCE, il est très difficile d'anticiper des points hauts sur les indices américains. Si vous pensez qu'à un moment donné, la tendance va se retourner, eh bien peut-être qu'on pourrait attendre un retournement de tendance effectif plutôt que de se mettre en face de la tendance. Car ceux qui se sont mis en face de la tendance haussière ces dernières semaines, eh bien ça a dû être assez pénible. Donc pour le moment, on est haussier. Tant qu'on est au-dessus des supports. Si on venait à casser cette zone ici de confluence entre la moyenne mobile à 15 séances et les 2080 points, là, on pourrait commencer à se poser des questions et les vendeurs pourraient reprendre du poil de la bête. On va rapidement passer sur le marché action pour regarder le palmarès. En même temps, je regarde vos suggestions, vos questions. Je salue tous ceux qui nous ont rejoints en cours de route. Aujourd'hui, dans les baisses, TF1, c'est un détachement de dividendes. Sequana est sous pression. Kering a publié, est à -4. Peugeot donc, est sous pression comme l'ensemble du secteur automobile. Safran, étant donné qu'il y a des rumeurs de rachat, baisse un petit peu ce matin. Renault, secteur automobile sous pression. Forestia, Valeo également. Et puis dans les hausses, on a Eramet, +6. Donc le titre a atteint la résistance qu'on avait identifiée hier à 30 €, 30,50 €. Si on a des prises de bénéfices et qu'on clôture sous le cours d'ouverture à 29,70, ça voudra dire que la résistance est active et qu'on pourrait avoir une consolidation sous ce seuil. Si au contraire on la passe en force, on pourrait aller chercher la suivante. Et la suivante se trouve à 33,50 et date de novembre 2015. Avec les matières premières néanmoins qui consolident, il faudra faire attention à Eramet et à toutes les actions qui sont corrélées aux matières premières, car la corrélation est forte et si les matières premières retombent, il en sera de même pour ces titres. Zodiac +4, le titre a ouvert même à +8 ce matin et là n'est plus qu'à +4. Zodiac, donc je vous en parlais tout à l'heure, je vais vous montrer un graphique hebdomadaire que vous puissiez comprendre un peu plus mon graphique. Zodiac en 2011, 2012, 2013, 2014 jusque mi-2015 était dans une belle tendance haussière. Mi-2015, nous avons eu la mise en place d'une inversion de polarité, c'est-à-dire qu'avec cette forte chute en septembre 2015 à cause de résultats inférieurs aux attentes, on a cassé l'oblique qui tenait depuis 4 ans. Les cours ont baissé, sont venus faire un pullback et ensuite on a continué de chuter dans le sens de la tendance et on a eu plusieurs avertissements de la société sur les résultats. Et vous voyez qu'ici on a une belle appréciation, peut-être qu'on est de nouveau dans un changement d'état d'esprit. Donc vous voyez, j'ai tracé une oblique baissière qui passe par tous les plus hauts depuis plusieurs semaines. Je vais alléger un peu le graphique. Donc vous voyez, autant avant on avait une polarité haussière, autant une fois qu'on a cassé la droite de polarité bleue, on est passé dans une polarité baissière. On a eu une droite de polarité baissière qui s'est créée ici en rouge. Si on devait à nouveau la casser, on pourrait de nouveau passer en polarité haussière. Solocal, titre spéculatif, continue de se reprendre bien gentiment. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas regardé et effectivement, elle grimpe sans qu'on en parle. Vous avez une tendance haussière matérialisée ici. Vous avez des plus bas de plus en plus haut, des plus hauts de plus en plus haut. Donc, jolie petite tendance. Valorec grimpe encore aujourd'hui, mais il faudra faire attention au repli des pétroles. Puis sinon, on n'a pas de fort décalage sur le marché pour le moment.
Alors, ces fameuses matières premières, on va en parler. On va voir que les pétroles arrivent sous des résistances clés, l'or arrive sous résistance clé. On va voir aussi que les matières premières agricoles dont on a parlé hier, qui avaient connu de belles appréciations ces dernières séances, sont en train de consolider. Il faudra faire attention, je vous le dis dès maintenant, à l'ensemble des matières premières la semaine prochaine, car le dollar a touché un support et s'il se reprenait plus vivement, c'est l'ensemble des matières premières qui en pâtiraient. La seule matière première en fait qui tire son épingle du jeu et que je n'avais pas suivi depuis quelques séances, c'est le gaz. Le gaz a été assez piégeux ces dernières semaines, c'est pour ça que je ne le regardais plus. Il continue donc de s'apprécier dans le sens de la tendance haussière qui a débuté au mois de mars. Et il a été assez complexe à étudier et c'est vrai que je n'y ai pas porté beaucoup d'attention. Ensuite, on va parler des pétroles. Donc le pétrole WTI, il tient. Il a stabilisé hier et là il est posé sur son support à 42 $. Si on casse ce seuil, on pourrait revenir en direction des 40. Si on prend appui sur ce seuil, on pourrait monter jusqu'à 44. Après, il faudrait que le dollar ne monte pas pour que le pétrole continue de grimper. Et puis vous voyez le WTI, quand je regarde ce graphique-là, on est un peu au milieu de nulle part. Par contre, le Brent, lui, peut m'aider à avoir une vision des choses un peu plus claire. Sur le Brent, on a un beau canal haussier en place depuis le début du mois de janvier. Voilà, je vous l'ai montré hier quand on était à 45,50. Donc vous avez un magnifique canal haussier ici, point haut fin janvier, point bas mi-février, point haut mi-mars, point bas début avril, et ici un point haut potentiel, hypothétique, fin avril, excusez-moi. Donc hier, on a eu donc cet échec des cours dans la zone des 46. Si le dollar était sous pression, s'il y avait encore de l'appétit pour le risque, il ne serait pas impossible qu'on aille de nouveau chercher cette zone des 46, 46, 50. En tous les cas, une chose est sûre, on a identifié le haut de canal ici dans cette zone des 46, il est actif et il fonctionne bien. Et si on valide donc un échec dans cette zone de prix, on pourrait revenir en direction des supports, voire du bas de canal. Il ne faut pas oublier qu'on est dans une tendance haussière de fond, certes, mais vous voyez qu'on fait 2 pas en avant, 1 pas en arrière, 3 pas en avant, 1 pas en arrière, 2 pas en avant et peut-être qu'on va faire de nouveau un pas en arrière. On peut comparer des fois le marché boursier à un coureur, à un sprinter. Un coureur a besoin par moment de prendre sa respiration pour pouvoir continuer de courir. Et bien de la même façon, un marché ne peut pas monter de façon linéaire dans une tendance baissière. Il y a des mouvements haussiers et baissiers. Donc là, potentiellement, on a ouvert lundi sur support, on l'avait vu ensemble, on est monté très fort pendant 4 séances. Et hier, on a atteint une zone de résistance majeure. On va regarder l'or maintenant. Et sur l'or, je vais vous montrer toutes les unités de temps. Je vais vous montrer l'unité de temps journalière en premier. Donc vous voyez que hier, on a fait une accélération vers 1270 et il y a eu un fort repli des cours. Je vous ai indiqué depuis une semaine que je sentais pas trop les cours de l'or, que pour l'instant c'était neutre, qu'il y avait des attaques haussières mais que ce n'était pas clair et que à 1270,80 on avait une grosse zone de résistance. Donc là je vais me mettre en graphique hebdomadaire que vous puissiez voir un petit peu mieux ce dont je parle. Donc vous voyez ici on est dans un canal baissier de moyen terme qui dure depuis 2 ans et en fait malgré l'appréciation haussière des cours en début d'année, on reste dans un canal baissier. Or, les cours n'arrivent pas à dépasser la zone des 1270-1280. Et tant que ce sera le cas, les risques de rechute vers 1210 voire 1180 restent intacts. Et je vous le donne dans le mille, si le dollar américain devait se reprendre nettement la semaine prochaine avec le FOMC, on pourrait avoir une forte dépréciation des cours de l'or vers 1180. Si au contraire le FOMC engendre une chute du dollar, là la donne serait changée et on pourrait avoir un beau décalage haussier. En tous les cas, pour ceux qui sont acheteurs sur l'or, eh bien il faudra qu'on casse cette zone de prix là, sinon les risques de rechute seront intacts. Voilà donc pour toutes ces matières premières, les principales matières premières, or, argent, gaz, pétrole. Et puis concernant les matières premières agricoles, vous pouvez voir que c'est les plus fortes baisses du jour.
Vous pouvez voir par exemple le blé, s'est apprécié fortement et là il consolide tout aussi fortement. Le soja s'est apprécié très fortement et consolide. En fait, on arrive peut-être à la fin de mouvements haussiers de court terme. Le maïs s'est apprécié, puis là il recule après avoir frôlé sa zone de résistance. Donc les matières premières agricoles, je vais m'en méfier. Il y a eu des beaux tests de support et des appréciations pendant 1 à 2 semaines sur nombreuses d'entre elles. Malheureusement, je ne les avais pas identifiées en amont et j'ai l'impression qu'on est plus proche de la fin d'un rebond que du début d'une forte appréciation des cours. C'est ce que je vois quand je regarde les autres matières premières comme l'or ou bien le pétrole sous résistance, et c'est ce que je redoute également quand je vois le dollar réagir sur support. Donc dans les séances à venir, je vais faire très attention aux matières premières et à cet aspect du dollar qui fait pression sur ces dernières. Justement, je vous parle du dollar depuis le début de cette présentation, donc on va regarder ensemble cela. Jean-Jacques me dit, y a-t-il un risque de rechute sur l'argent comme l'or si le dollar monte? Si le dollar monte, l'or et l'argent seront sous pression. Si le dollar baisse, l'or et l'argent pourraient monter. Moi, ce que je vois, Jean-Jacques, c'est qu'on a eu une très forte appréciation des cours de l'argent pendant 3 séances après la cassure des 16,35. Mais comme je viens de vous l'indiquer, toutes les matières premières, qu'elles soient agricoles, énergie ou métaux, échouent ou reculent sous des résistances depuis 24-48 heures. Donc c'est le cas aussi de l'argent. Et si le dollar devait se reprendre, eh bien cela mettrait à mal les hausses de l'ensemble des matières premières. On passe donc aux devises et je vous montre le fameux dollar index. Si vous voulez le mettre sur votre plateforme CMC Market, vous tapez US dollar sur la liste des produits. Vous trouverez l'US dollar index échéance juin 2016. Donc vous pouvez voir qu'en début mars, Janet Yellen avait fait chuter le dollar américain. Le 10 mars, quand il y a eu la BCE et que l'euro s'était envolé, donc le dollar avait chuté. Ici, fin mars, Janet Yellen avait, de par ses commentaires, fait baisser le dollar américain. Le dollar américain est revenu sur support ici mi-avril et fin avril. Avant-hier et hier, il a doublement testé son support. Et pour le moment, les acheteurs semblent avoir la main. Le support a tenu. À court terme, on est dans un range. Après avoir fait une tendance baissière, vous pouvez voir une très forte zone de résistance ici avec de nombreuses mèches. Donc on est dans un range, ça laisse la porte ouverte à tous les scénarios. Si la Fed nous parle de risque économique, repousse les hausses de taux, n'est pas confiante, eh bien on pourrait avoir un dollar américain qui chuterait. Et si le dollar américain venait à casser son range par le bas, alors on pourrait avoir une belle appréciation de toutes les matières premières, métaux, énergie, matières premières agricoles. Par contre, et c'est ce que je vous explique depuis tout à l'heure, étant donné qu'on a touché les supports, étant donné que les Américains restent ancrés pour l'instant dans une politique monétaire de durcissement, si le dollar devait par contre sortir par le haut de cette zone de congestion, là, l'ensemble des paires en dollars et l'ensemble des métaux pourraient refluer. D'ailleurs, le fait que les paires en dollars étaient sous des résistances et sous pression et que le dollar était sur support, c'était déjà quelque chose que je vous ai indiqué ces dernières séances. Il y a 3 jours, j'ai indiqué, et je l'ai posté sur Twitter à plusieurs reprises, que le dollar néo-zélandais avait atteint une zone de résistance clé contre le dollar américain. Donc le dollar néo-zélandais est en train de revenir sur son oblique de support, mais c'est quand même pas très joli, si vous voulez, cette forte hausse et cette forte baisse. Ça fait un peu un phénomène d'action-réaction. Si on casse cette oblique de support ici, on pourrait revenir vers le bas du canal. En tous les cas, il y a 2 jours déjà, sur l'euro, sur l'AUD, sur le NZD, j'ai identifié ces zones de résistance et ça m'a laissé entendre que donc le dollar pourrait être sur support et qu'il pourrait donc devenir source de déstabilisation. Donc on a vu le dollar sur support, le NZD sous résistance. Je vais vous montrer ensuite l'AUD-USD. L'AUD-USD, je vous ai indiqué déjà il y a 2 jours cette oblique de résistance ici en jaune qui passe par tous les plus hauts et qui bloque les cours, et cette résistance horizontale à 0,78. Tant que ça ne passe pas,
eh bien, on peut consolider. N'oublions pas que la tendance sur l'AUD est haussière, mais l'AUD pourrait très bien redescendre vers support avant d'éventuellement repartir à la hausse. Donc pour le moment, l'AUD a touché une résistance majeure et reflue sous ce seuil. Et concernant l'euro, eh bien, c'est la même chose. On a vu que l'euro était hier sous 1,14. On a vu dans l'émission que j'ai fait pour le live BCE à 14h15 que l'euro était en train de s'apprécier, qu'il venait toucher 1,14 et qu'à 1,14 on avait une résistance majeure. Grâce à Draghi, grâce aux propos de Draghi, grâce aux mesures de la BCE sur les dettes d'entreprise, eh bien l'euro est reparti à la baisse. À court terme, Draghi a donc réussi sa mission. On a donc l'euro, l'AUD et le NZD qui ont échoué sous des résistances et qui refluent depuis 24-48 heures, voire 72 heures pour le NZD. Maintenant, c'est le FOMC et Janet Yellen qui a la balle dans son camp et nous verrons mercredi soir prochain ce que cela donnera sur l'échange et sur les matières premières. En tous les cas, vous êtes prévenus, il faudra suivre le dollar car il sera source de déstabilisation, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Jean-Jacques me dit ce n'est pas l'intérêt de Jeannette de faire monter le dollar. Certes, Jean-Jacques, sauf que Janet Yellen ne peut pas dire autre chose que les chiffres américains sont bons. Étant donné que les chiffres américains sont bons, elle ne peut pas dire autre chose que les taux américains pourraient continuer d'être relevés, car si elle ne le fait pas, elle pourrait faire peur aux intervenants, car si elle est prudente sur les perspectives économiques, ça pourrait faire peur aux gens. Donc Janet Yellen se doit en fait d'être confiante dans l'économie américaine et dans sa politique monétaire, et si elle se doit d'être confiante, eh bien ça fera monter le dollar américain. Vous dites Jean-Jacques qu'elle n'a pas intérêt que le dollar monte, c'est vrai, sauf que le dollar en 2014-2015 il s'est apprécié de 20%. Et c'était pas forcément une volonté, mais ça était un fait. Et si la directrice de la Fed se veut d'être positive, eh bien le dollar montera. Si par contre le dollar ne monte pas, qu'un jour Janet Yellen repousse les hausses de taux ou qu'elle nous dit qu'elle ne montera plus les taux, alors là on pourrait avoir un décalage majeur à la baisse sur le dollar américain et on pourrait voir l'ensemble des paires en dollars et des métaux et de l'énergie décaler très fortement à la hausse. Mais ça, ce n'est pas encore au menu du jour. Et puis vous voyez sur l'euro ce petit support oblique ici que j'ai tracé. Donc à 1,1270 on est sur support. Tant qu'on tient cette zone-là, on peut végéter et travailler la zone. Par contre, si on vient à casser 1,1270, on accélère et on pourrait revenir vers les 1,1180, voire la zone des 1,10 à 11. En fait, c'est la même chose que sur l'AUD. L'euro-dollar est dans une tendance haussière de moyen terme depuis 2-3 mois, mais vous voyez qu'il peut très bien rebaisser en direction des 1,10 avant éventuellement de repartir à la hausse, tout en restant aussi à moyen terme. Voilà. Donc à moyen terme, on a touché des résistances, on y a échoué et maintenant la balle est dans le camp US. Voilà, je pense qu'on a fait un beau point de fin de semaine sur indice, forex, matières premières, actions, actualité, macroéconomie, résultats d'entreprise, statistiques à venir, les enjeux de la semaine prochaine avec la Fed. Alan me posait la question tout à l'heure de trouver l'outil de détection de figures chartistes. Alors moi, j'ai créé une mise en page spéciale où je retrouve en fait cet outil de reconnaissance de figures chartistes. Je vous invite sur ce genre d'outil à prendre le temps de le découvrir. N'hésitez pas en fait à appeler votre conseiller CMC Markets, à regarder cet outil avec lui. Je pense que je prendrai le temps de vous en parler plus en détail dans une future émission. Nous avons en fait sur la plateforme de CMC Markets un outil qui permet de détecter les biseaux, les canaux, les drapeaux et de détecter des figures émergentes et des figures complètes. Et vous verrez que c'est très 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 complet puisque une fois que vous avez détecté une figure, vous avez même l'historique
des statistiques concernant cette figure, concernant une paire ou un indice en particulier. Donc par exemple, imaginons que vous trouviez un biseau en données 15 minutes sur l'USD-CAD, vous regardez les statistiques que donnent les biseaux sur l'USD-CAD et ça va vous donner les taux de réussite élevés, moyens et faibles et les échecs. Et vous allez donc pouvoir voir quelle est statistiquement la chance de réalisation du scénario détecté par la plateforme. Par exemple, le 4 avril dernier, j'avais détecté ici un triangle d'indécision, un triangle dans une tendance baissière. Il y avait donc plus de chances de sortir par le bas de cette figure. C'est ce qui a eu lieu par la suite. C'était un triangle noté 5 sur 5 en étoile et l'objectif du triangle a été atteint. Et pour vous aider à utiliser cet outil, n'hésitez pas donc à passer un petit coup de fil à votre conseiller CMC Market. Je vous souhaite à tous un très bon appétit, une très bonne journée et surtout un bon week-end. Sachez que la semaine prochaine sera d'importance. Donc je vous retrouve dès lundi, 10h tapante pour la matinale. Et je vous souhaite une très agréable journée. Au revoir à tous.